En aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine, Le Livre du Mois. La deuxième semaine de chaque mois, je reçois un écrivain de notre région et après un résumé lecture du roman, du récit, de l'essai, du recueil de poésie, nous dialoguons avec les écrivains qui acceptent de se livrer au jeu de l'entretien. Pour ce mois, j'ai choisi un roman, Carole, je vais te tuer, et un auteur, Franck Linol. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les personnages, et d'abord par les trois personnages principaux. En premier, celui qui prononce cette phrase qui donne le titre du roman, Carole, je vais te tuer. Alexandre Werner, dit Alex, c'est le personnage central du roman. Professeur de faculté, il enseigne la littérature à la fac de lettres de Limoges. Il n'arrive pas à accepter la rupture, la séparation que lui a imposée sa compagne de 20 ans, Carole. Alors Carole donc, c'est Carole Régnier, la compagne d'Alex, ou plutôt l'ex-compagne d'Alex. Elle est infirmière au CHU de Limoges. Personnage dont on verra qu'il n'est pas lisse comme il apparaît en début de roman, mais qu'elle peut être parfois bien perverse. Écoutons un instant Franck Linol. Tout avait commencé lorsque Carole lui avait lâché sur un ton provoquant « Alex, ce n'est plus possible de vivre comme ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne donne pas cher de notre peau. » Il était aux environs de 19h et il buvait, assis dans la cuisine, un reste de champagne éventé. Il n'y a pas de boisson plus écœurante qu'un champagne tiède et qui a perdu ses bulles. Cela symbolise parfaitement que la fête est terminée et que la fadeur de la vie a repris le dessus. Il la regarda comme si elle venait de lui parler en serbo-croate. Aucun mot ne lui vint à la bouche, comme si son esprit subitement avait cessé de fonctionner. Carole se leva et disparut dans le salon. Comme s'il sortait d'un coma passager dans une brouillasse visqueuse, il réalisa de façon confuse l'ampleur du désastre qui s'annonçait. Le lendemain matin, n'ayant pas cours à la fac, Alex avait traîné au lit. Carole s'était levée tôt car elle prenait son service du matin au CHU. Alex se mit alors à rêver à leur première rencontre et à sa compagne. Carole était d'une rare élégance dans sa façon de se déplacer, de s'asseoir, de rire, de fumer, de pencher la tête. Tout semblait fluide en elle, comme si elle était en totale osmose avec les éléments. Cette aisance raffinée avait toujours fasciné Alex. Il la trouvait belle, à la fois fragile et robuste, avec son corps longiligne, mais doté d'une musculature d'athlète. Son regard bleu pouvait prendre des nuances de vert tendre ou de gris en fonction des saisons, de l'intensité de la lumière ou de son humeur. Lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner, il vit une enveloppe avec son prénom bien en évidence posée comme un pack de jus d'orange. Il la lut comme on avale un poison mortel. Je sais aujourd'hui que je ne peux plus, que je ne veux plus vivre avec toi, ne plus t'avoir à m'écouter. Mon malaise, mon mal-être, mon désamour datent de longtemps, des signes souvent, des alertes fréquentes que j'ai voulu ignorer, toutes désormais dévoilées. J'ai réussi durant des années à faire semblant, à me faire croire, à te faire croire, à refuser l'évidence. Je ne peux plus faire la pute simplement pour la tranquillité et la paix. Je te demande de partir. Signé C. Comme guidé par il ne savait quel esprit maléfique, il fila vers la ferme, comme Carole avait baptisé leur résidence secondaire. Il avait glissé le CD de Deep Purple dans le lecteur et un sauvage Black Knight résonnait dans la voiture.
aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois. Nous sommes au résumé d'un roman de Frank Linol, Carole, je vais te tuer. Il y a un troisième personnage principal, c'est Max Loringer, ou Loringer. C'est un curieux personnage, un médecin, un ancien presque ami d'Alex. Il réapparaît à Limoges après une longue expérience de médecin militaire, en particulier au Kosovo. Et Frank Linol nous précise, il y avait une éternité qu'il n'avait pas vu Loringer. « Werner, ça fait une paye ! Comment vas-tu depuis le temps ?» Le restaurant était complet, Alex lui proposa tout naturellement de partager sa table. Loringer s'était sérieusement empâté, son crâne s'était dégarni depuis l'époque où il se voyait régulièrement pour la partie de tennis du samedi. 10 ans déjà. Loringer va raconter ses périples au Congo, en Afghanistan, au Kosovo. Ah ouais, mon pote, tu as devant toi un mec qui a été témoin d'abominations en tout genre. Lance-grenades, lance-roquettes, parcours de tir en progression, tir à partir de véhicules, d'hélicos. J'ai vu comment on entraînait les types à devenir des tueurs. Et j'ai vu ces mêmes types sur le terrain. J'ai vu comment l'homme devient un barbare. Alors il y a des personnages complémentaires, Julia, la sœur et la confidente d'Alex, Eliane Jarry, l'infirmière chef de Carole, chef au service de gynécologie du CHU, Tien Nguyen, le grand-père d'une jeune coréenne morte au CHU, Cluzan, un prof de sociologie, collègue d'Alex, Branimir, un Serbe, fournisseur d'armes que Max a soigné par le passé au Kosovo, et le commandant Manzini, car nous sommes bien dans un polar. Après les personnages, que je vous parle des lieux. La maison du couple, rue Gauguin, à Limoges, où restera Carole. Leur maison de campagne dans les Monts de Blon, c'est là où va se réfugier Alex. Écoutons à nouveau Frank Linol. La maison de campagne qu'ils avaient laborieusement retapée, elle et lui, il avait horreur de bricoler, mais pour faire plaisir à Carole, il avait facilement cédé lorsqu'elle avait eu la drôle d'idée sur un coup de tête d'acheter cette fermette perdue dans les monts de Blon, totalement délabrée et envahie par de monstrueux ronciers. À perte de vue, jusqu'à la ligne mauve de l'horizon, des forêts jouaient à saute-mouton par-dessus des collines aux courbes molles. Des étangs s'amusaient à cache-cache avec de petits villages dont on apercevait les toits rouges avec parfois un léger serpentin de fumée bleue qui s'en échappait. Il y a quelques autres lieux, très importants, le parking du CHU de Limoges, des restaurants, des bars comme le Ver à Soie ou la Table de Pierre, et un peu aussi de l'appartement de Max dans le quartier de la Cathédrale. Alors vous le voyez donc, peu de personnages, on ne risque pas s'y perdre. Et un décor bien typé, on pourrait parler d'une grande unité spatiale. Alors j'allais oublier le temps, alors pour l'essentiel, nous sommes en mai 2007. Le calendrier est même très précis, le roman débute le 8 mai et se termine le 16 mai 2007. Nous sommes au moment des élections présidentielles qui devraient passionner Alex, qui devrait. Mais la rupture d'avec Carole le rend complètement indifférent au monde qui l'entoure. Vous le voyez donc, peu de personnages, une grande unité de lieu, une grande unité de temps. Nous ne sommes pas loin de la tragédie, ou du moins du drame. Quant à l'histoire, nous allons y revenir après cette pause musicale.
Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois. Nous sommes dans le résumé d'un roman de Franck Linol, Carole, je vais te tuer. Alors quant à l'histoire, nous y sommes. Alex, je vous l'ai dit, ne peut accepter la rupture, la séparation d'avec Carole. Ce roman contient d'ailleurs une série de huis clos dramatiques entre les deux ex-amants, et ce sont, selon moi, ces passages qui constituent la plus grande richesse de ce roman et qui démontrent, si besoin était, que le polar n'est pas un genre mineur. Alors je résume à grands traits. Peu à peu, Alex, rendu fou par la séparation d'avec Carole, décide de la tuer. Il ira même sur Google chercher une méthode pour tuer. Je résume. Il se procure un revolver auprès du trafiquant Serge Branimir, et cela par l'intermédiaire de Max Loringer. Et après un repérage, une nuit, il se rend sur le parking du CHU. Je laisse Franck Linol vous raconter la suite. 5h10. Il aperçut Carole qui descendait. Il sortit son flingue. Sa respiration s'était légèrement accélérée. Carole approchait de son pas tranquille. Un calme étrange régnait dans cette atmosphère ouatée. 10 mètres. Il tendit les deux bras, les mains empoignant fermement le pistolet. Carole, cette fois-ci, ne ralentit pas au voisinage du bosquet. Alex la regardait marcher. L'arme était pointée sur elle. Carole dépassa le bosquet. Alex restait figé, pétrifié par on ne sait quel phénomène. Ses bras, toujours tendus, étaient tétanisés. Ses épaules le brûlaient. Je ne peux pas tirer. C'est impossible. Je ne peux pas tuer Carole. Carole contourna sa voiture, sortit ses clés, et là, tout alla très vite. Un coup de feu étouffé, un éclair rouge dans la nuit, Carole qui tombe à la renverse, une vague silhouette qui s'enfuit. Alex se précipita, l'arme toujours dans la main. Il courut jusqu'à la Fiat. Carole était recroquevillée. Une flaque de sang s'étalait sous son corps. Son porte-clés était toujours dans sa main. Alex se rappela le lui avoir offert il y avait plusieurs années, un petit koala. « Carole ! Carole ! Parle-moi !» Il apposa le doigt sur son cou. Il ne sentit plus aucun battement. Carole était morte et il n'avait pas tiré. Il en était sûr. Je répète, Carole était morte et il n'avait pas tiré. Et voilà notre premier cadavre, car il y en aura un second, toujours sur le parking du CHU, celui d'Eliane Jarry, l'infirmière chef de Carole. Voilà, j'arrête là le résumé. Il faut bien laisser les lecteurs découvrir la fin de l'histoire. Je vous laisse quand même sur cette phrase. Max Loringer s'était levé et il menaçait Alex avec le pistolet italien. Et là, pour comprendre, il vous faudra lire le roman. Alors le roman est passionnant, l'histoire est palpitante, on est surpris, mis en haleine, en particulier dans la dernière partie du roman policier. Mais je me répète, pour moi la partie la plus intéressante du roman, c'est celle qui concerne la relation de ce couple qui s'oppose, qui se déchire, qui semble prêt à se retrouver pour finalement mieux se perdre et s'enfoncer. Les scènes entre Carole et Alex sont à la fois émouvantes et agaçantes. Par leur justesse et leur réalisme, on assiste en fait à l'effilochage sadique d'un couple. Vous le verrez, Carole, je vais te tuer est autant un roman de mœurs qu'un polar. Je pourrais dire, pour faire un peu d'humour, si vous n'aimez pas trop les romans policiers, lisez Carole, je vais te tuer. Et si vous aimez les romans policiers, lisez aussi Carole, je vais te tuer. Alors Franck Linol a pour une fois abandonné sa série des meurtres en Limousin et son inspecteur Dumontel. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, pour introduire cet entretien avec Franck Linol, j'ai longtemps hésité entre Carole, je vais te tuer et la 5e victime qui se déroule pour une part à Saint-Martial-sur-Isope et Mézières-sur-Issoire, mais finalement, je ne regrette pas mon choix.
En aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Bonjour Franck Linol. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'entretien. Mais d'abord, voulez-vous corriger, modifier, amender, bouleverser le résumé lecture que je viens de faire de votre roman « Carole, je vais te tuer ». Non, je n'ai pas de remarques à faire. J'ai trouvé que votre résumé, votre synthèse, écoutez, moi je vous écoutais, il y a très longtemps il y a un certain temps que j'ai écrit ce roman et je dois dire de la façon dont vous l'avez présenté me donne envie de le relire, effectivement. J'avais oublié un certain nombre de détails parce que je ne l'ai pas relu pour cette émission. En revanche, sur la qualification, sur la caractérisation de ce roman, moi je le classe davantage dans ce qu'on appelle le roman noir, bien qu'en effet c'est un roman noir qui ensuite dérive un peu vers le polar. La distinction que je fais, moi, c'est le polar. Il y a les trois piliers. Il y a le criminel, la victime et l'enquêteur. Bon, là, l'enquête, elle est assez à la marge. Et moi, j'aime bien quand vous avez dit que c'était surtout un roman de mœurs. Ça me plaît beaucoup. Mais pour moi, c'est un roman de mœurs, un roman noir et puis un petit peu un polar. On y trouve absolument, absolument. Alors Franck Linol, j'ai choisi un roman qui n'appartient pas à votre série Meurtre en Limousin. Je crois que Carole, je vais te tuer a été publié en 2012. Alors, question. C'est un roman un peu à part. Pourquoi cette infidélité à l'inspecteur Dumontel? Pourquoi avoir publié ce roman? J'avais noté qu'il est certes un roman noir, mais d'une autre veine, d'une autre facture que votre série Meurtre en Limousin. Pourquoi avez-vous écrit celui-ci? Il y a plusieurs raisons. Il y a la première raison, c'est le désir, quand on porte une histoire depuis très longtemps, à un certain moment, on passe à l'acte et on a envie de raconter cette histoire, donc d'écrire. Il y a aussi une deuxième raison, on va dire plus pragmatique, c'est que pour les auteurs de polar, qui sont à l'origine de séries policières avec un personnage récurrent, le danger entre guillemets, c'est de ne pas en sortir. Et vu que moi vraiment mon modèle et mon maître, c'est le grand écrivain suédois Henning Mankell, eh bien, il avait, puisqu'il est décédé il y a quelques mois, il avait sa série des Kurt Wallander, sa série policière, et à côté, il a écrit un très grand nombre de romans qui ne sont pas des polars. Certains sont des romans noirs, mais pas seulement. Et voilà, j'ai voulu sortir de la série policière. Vous en êtes sorti. Oui. Mais vous y êtes revenu. Mais ce roman, vous le portiez depuis longtemps, alors. Oui, effectivement, c'est une histoire. Je suis aussi influencé par Douglas Kennedy et d'une certaine façon, Douglas Kennedy aborde. Douglas Kennedy aborde des thématiques et des problématiques de vie et de mœurs qui sont un peu similaires. C'est-à-dire la question des rapports hommes-femmes, la question des rapports amoureux, la question de l'amour, est-ce que ça s'use avec le temps et l'amour qui devient de la haine, et c'est ça la question aujourd'hui. Quand on regarde autour de nous, c'est une question très très actuelle mais aussi très ancienne. On regarde autour de nous, on voit les couples qui se séparent constamment, et donc la question c'est pourquoi, que se passe-t-il, voilà. Alors, Franck Linol, vos personnages, vos héros même, sont souvent des gens simples, je dirais, des gens du commun, des gens ordinaires, qui soient d'ailleurs victimes ou assassins. Pourquoi ce choix? Vous aimez ces gens-là? Vous connaissez ces gens-là? Vous préférez ces gens-là? Des gens ordinaires. Alex est prof d'université. Max était médecin. Il a d'un jour à l'autre décidé d'arrêter ce métier de médecin généraliste pour s'engager dans l'armée. Et Carole est infirmière. Donc non, je pense. Alors là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. Ce sont des gens, on va dire, de la classe petite bourgeoise, moyenne, citadine. Ouais, c'est ça. En revanche, vous avez raison, ce sont des gens comme nous. Oui. Et moi, ce que j'aime bien dans mes romans, y compris dans ma série policière, c'est de mettre en scène des personnages qui sont proches de nous.
Pour moi, ce que j'essaye de faire, ce sont les romans de la vraie vie. Et d'ailleurs, les lecteurs, quand je discute avec eux, me disent qu'il leur arrive de s'identifier avec ces personnages. Alors, il y a aussi parmi vos personnages, enfin moi il me semble, alors des gens que je qualifierais de paumés, même si le terme n'est pas tout à fait convenable, des gens qui sont pas des marginaux, mais qui sont en train d'être un peu en marge, même s'ils sont parfaitement insérés sur le plan social. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Des gens qui sont en train d'aller sur la marge, qui sont en pleine nostalgie. J'avais noté des gens qui sont à la fin de leur plénitude, qui ont connu leur plénitude et qui sont en train de la quitter, quoi. Vous aimez ces personnages-là? Oui. Ça correspond à quoi, ça? Non, à l'image de Max, par exemple. Voilà. Mais même d'Alex, si vous voulez, oui, il a bien vécu et puis d'un seul coup tout s'effondre, quoi. Je pense que c'est la vraie vie. Hein. Je pense que ce roman, enfin, il tente en tout cas de refléter ce qu'est la vraie vie, où chaque histoire personnelle et singulière de chacun d'entre nous est faite de, je dirais tout simplement, de haut et de bas, mais de périodes où on est au fond du trou, de déprime, où on ne sait pas comment on va s'en sortir, et de périodes beaucoup plus chaleureuses, heureuses, etc. Je crois que c'est le sort de la vie, et l'enjeu finalement, notre problème à nous, hommes et femmes, dans la société d'aujourd'hui, c'est souvent la question quand on se lève le matin, mais comment vais-je vivre cette journée de plus dans ma vie, quoi. Donc je pense que ce roman tente un peu de refléter la vraie vie, la difficulté que nous avons à vivre, oui, je pense. Dites-nous, Franck Linol, le crime, le meurtre, le viol, la violence, le massacre dans d'autres romans, pas simplement dans celui-ci, c'est le résultat d'une folie ou pas? Alors ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et je crois que dans mes romans, c'est ce que j'essaye de creuser. C'est-à-dire que c'est ce passage à l'acte. C'est le moment où l'âme humaine bascule dans la folie et franchit la ligne jaune. Moi, ma théorie, et je me réfère à Henning Mankell qui dit que il n'y a pas de meurtrier, on ne naît pas meurtrier, mais on le devient en fonction des circonstances. Je suis absolument convaincu, c'est que nous sommes tous dans une certaine mesure, potentiellement des meurtriers en devenir. Il suffit de circonstances, il suffit de moments très difficiles dans sa vie. Et c'est le cas. Moi, je prends l'exemple souvent de ce voisin très sympa. Ça fait 5 ans qu'il habite à côté de chez nous, il nous invite aux apéros. Il a un chien, une femme, pardon, c'est un lapsus, 2 enfants, et puis, il nous invite de temps en temps même à barbecue, etc. Et un matin, les volets sont clos. Et on voit la gendarmerie qui arrive et on se rend compte que ce type a tué sa femme, son chien, ses 2 enfants et qu'il s'est suicidé. C'est ça. Je pense que la violence et le meurtre sont en fonction des circonstances. Alex aurait pu tuer alors? Alors, il faudrait pas trop en dire, non. Claude. Non, mais il dit lui-même qu'il n'a pas tiré. Oui, il le dit au milieu du roman. Ouais. Mais je l'ai dit dans le résumé. Tu l'as dit. Vous l'avez dit. Mais le lecteur, il pense. Enfin, la question qui se pose, qui est posée un peu dans ce roman, c'est peut-on tuer l'être qu'on aime? Alors, quels que soient les griefs, quelles que soient les blessures que cet être nous a infligées, peut-on tuer l'être qu'on aime? Parce que vous écrivez non pas mourir d'aimer, mais tuer parce que l'on aime. Et vous pensez donc qu'on peut tuer par amour? Ah, bien entendu. Par amour ou par jalousie? On peut se tuer d'ailleurs. On peut se tuer. Moi, je cite en épigraphe la formule de Camus. Le désir de tuer, c'est quelque part aussi le désir de mourir soi-même et de s'anéantir. Je crois, en gros, c'est ça. Mais est-ce que dans le cas présent, il ne tuerait pas parce que il aurait perdu son ex-compagne et qu'elle serait peut-être à un autre? Et est-ce que ce serait pas par jalousie plutôt que par amour? Alors, on ne sait pas. Et volontairement, on sait très peu de choses sur les raisons pour lesquelles il y a eu cette rupture. On ne sait rien sur cette rupture. Et ça, je l'ai voulu. Bon. Et donc, le lecteur, il va travailler un peu. Il va tenter d'imaginer et d'analyser au travers des dialogues, etc. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que, au bout de 20 ans, il arrive cette séparation très violente, quoi. Je pense que Alex, il ne supporte plus
Il ne supporte pas l'idée que cette femme puisse continuer à vivre sans lui. Même si elle vit seule, même si elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Pour lui, c'est quelque chose d'impossible. Pendant 20 ans, il a vécu avec elle et d'un seul coup, il n'accepte pas. Donc, il envisage, d'ailleurs, il me semble, c'est la première page du roman, il envisage vaguement de se suicider. Tout à fait, il essaye même. Il n'en est pas capable, il essaye même pas, il est trop lâche. Donc, il voit qu'une seule issue à son malheur, c'est de tuer cette femme. Désormais, sa présence sur Terre ne lui permettrait plus de vivre tranquillement. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois et je reçois en ce moment Franck Linol à propos de son roman « Carole, je vais te tuer ». Alors dites-nous Franck Linol, je reprends la formule de tout à l'heure, le meurtre, le crime, etc., le viol et tout ça. Est-ce que c'est aussi la marque d'une société, ce qui expliquerait peut-être le succès du genre polar? Donc on dépasse la question de tout à l'heure, on l'élargit. Alors ça c'est une bonne question parce qu'en effet dans le domaine littéraire, c'est vrai que le polar ça fait une quinzaine d'années au moins à le vent en poupe. C'est le genre littéraire qui se vend le mieux, qui continue à progresser chaque année et il y a qu'à pénétrer dans une librairie, le rayon polar, il y a une offre démentielle. Bon, alors la question c'est pour quelles raisons les gens sont-ils attirés par le roman policier où la mort est toujours là. Un polar sans cadavre, ça n'existe pas. Il y a un psychanalyste qui s'appelle Grimbert qui donne une réponse excellente. Comme tout psychanalyste, il va aller creuser du côté de l'enfance. Et il nous dit, voilà, les adultes, nous avons besoin de retrouver les émotions fortes que nous avons éprouvées durant notre enfance. Et durant notre enfance, bien entendu, pour la plupart d'entre nous, nos parents nous racontaient des contes ou des histoires avant de nous endormir. Et pour ma part, moi, les contes, c'était Le Petit Chaperon Rouge, c'était Barbe Bleue, etc. Et si on réfléchit bien, ce sont des contes horribles, ce sont des thrillers qui font peur. On ouvre des ventres, on coupe des têtes, enfin c'est quelque chose d'horrible. Et donc, quand les parents repartaient, vite on allait allumer la lumière parce qu'on avait très peur. Sauf que les contes se terminent souvent bien quand même. On ouvre le ventre du loup pour retrouver... C'est ça, bien sûr. Mais enfin on ouvre le ventre. Là. Bon. Et donc Grimbert nous dit, cette attirance pour ce genre littéraire, le roman policier, d'une certaine façon c'est une tentative de retrouver son enfance. D'accord. C'est une explication. D'accord. Alors vos romans, semble-t-il, se situent tous en Limousin, pour partie à Limoges, l'autre dans la campagne. J'ai parlé de Mézières tout à l'heure, on a les monts de Blon, on a Cieux, Razé, Touron, les monts d'Ambazac. Qu'est-ce qui vous inspire en Limousin ? Ah, moi c'est une région qui m'est chère. Premièrement parce que je suis né à Limoges et j'ai vécu moi à titre personnel pendant 14 ans dans la campagne, la vraie campagne du nord de la Haute-Vienne, vers donc Mézières-sur-Issoire. Mon père était instituteur d'une classe unique, totalement perdu entre Mézières-sur-Issoire et Saint-Barban, à la Motte. Et donc moi j'ai aussi la nostalgie de cette campagne où j'ai passé ma jeunesse avec des souvenirs bien sûr émouvants. Bon, mais je trouve que notre région est une belle région, c'est une région que j'aime. Et vous savez, il me semble que tout romancier inscrit son intrigue, qu'elle soit amoureuse, policière, etc., dans un lieu qu'il connaît bien et dans un lieu qu'il aime. Je prends des exemples, ce n'est absolument pas pour me comparer, mais voilà, Flaubert c'est la Normandie, et on pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ça, même dans le polar. Vargas c'est certains quartiers parisiens, mais c'est aussi les Cévennes, etc. Michael Connelly c'est Los Angeles. Bon alors voilà, et moi c'est Limoges et le Limousin. C'est une région qui d'une certaine façon peut se traiter comme un vrai personnage.
C'est une région qui peut être comme aujourd'hui riante et qui peut l'hiver être très glauque. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que tous vos romans vont se situer en Limousin? Je pense pas dire de bêtises, mais il me semble que votre inspecteur Dumontel, je crois qu'il part à Londres et en Allemagne quand vous parlez d'Oradour, mais ce ne sont que des escapades, quoi, oui, finalement. Il part à Londres, c'est une escapade. Voilà. Parce que mais est-ce qu'on aura un roman, je sais pas moi, qui va se tenir au Kosovo, en Afghanistan un jour? Est-ce que c'est dans vos idées, non? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que, très honnêtement, je pense que pour mettre en scène un lieu, des décors, des paysages, je pense qu'il faut bien les connaître. Moi, je connais des auteurs qui écrivent des romans qui sont aujourd'hui assez à la mode, des romans ethniques qui se passent en Afrique du Sud, en Argentine, etc. C'est comme Caril Ferré, pour le citer. Caril Ferré, avant d'écrire un roman, il va passer 1 an dans ce pays. Il va s'immerger, s'imprégner. Bon, j'ai d'autres exemples comme ça. Donc, à moins que je sorte de mon Limousin pour aller à vivre pendant plusieurs mois dans une région, je ne le pense pas. Franck Linol, on sent votre volonté, cela je pense dans tous vos romans, de traiter de sujets de société, voire même de sujets politiques. Dans votre dernier roman, la Yellow Cake, les problèmes de l'uranium, des pollutions, de l'écologie, et même dans Carole, je vais te tuer, celui du commerce des médicaments. Mais ces sujets, vous ne faites que les affleurer ou les aborder. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin dans ce domaine? La difficulté quand on est dans du roman social, parce que c'est un peu ça finalement, ouais. C'est-à-dire il y a un contexte sociétal, social, sociopolitique, voire culturel que j'essaye de bien dépeindre. Je ne fais pas œuvre de militant au sens un peu restreint du terme. Mes personnages, évidemment, donnent leur point de vue. Par exemple, mon flic Dumontel, il a un regard très critique sur la société, c'est son regard à lui. Est-ce le mien? Ça, c'est pas le problème des lecteurs, à la limite. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est que au-delà de la mission première, en fait, du livre, qui est de distraire. N'oublions pas ça, c'est que la lecture, c'est du plaisir, on s'évade, c'est surtout du plaisir, c'est un loisir. On doit éprouver du plaisir, on doit être heureux de lire et malheureux quand on termine un livre. Au-delà, je pense, si mon modeste travail peut permettre aux lecteurs de se poser des questions, de voir les choses autrement, oui. Mais je n'ai pas l'ambition d'être un auteur engagé au sens où on l'entend. Dans Yellow Cake, vous êtes allé un petit peu plus loin que dans un peu plus loin, oui, un peu plus loin, parce dans que la dénonciation, je veux dire. Oui. Oui, dans la critique un peu radicale, oui, parce que c'est un thème qui m'est cher. Oui, voilà, concrètement, il y a une institution qui s'appelait la COGEMA, qui a massacré pendant des dizaines d'années un site qui s'appelle les Monts d'Ambazac. Bon, et aujourd'hui encore, si vous allez vous promener avec un compteur Gégère, vous allez voir, ça grésille, et puis il va falloir vous faire décontaminer à la fin de votre promenade. Donc, je suis assez sensible à ces questions-là. Donc oui, là, j'ai appuyé un peu plus fort sur le bouton, oui. Alors Franck Linol, une question qu'on a dû vous poser 100 fois, mais ça sera la 101e. Voilà. Votre inspecteur, je crois qu'il est inspecteur et pas commissaire, il veut pas être commissaire, c'est ça. Votre inspecteur, peut-être comme vous, je ne sais pas, n'aime ni le whisky ni la bière. Mais vous devez aimer le vin, il en est question dans chacun de vos romans, et même dans Carole, je vais te tuer, il y a quelques éléments gastronomiques, je vous en cite 3 seulement: filet de poulet à l'estragon, ravioles de Royan au tourteau, ou brochette de Lot à l'orange. Alors, pourquoi cette importance pour le vin, pour la nourriture dans tous vos romans? Alors, pour simplifier, je dirais 2 raisons. La première véritable, c'est que j'avais été marqué par du temps de la très belle émission Apostrophe de Bernard Pivot. Je ne manquais aucun numéro. Et un jour, Bernard Pivot, comme il savait le faire, s'est mis en colère en lisant un passage comme vous l'avez fait. Et le passage traitait d'un personnage qui buvait un verre de vin rouge. Et Pivot a posé le livre et s'est réellement mis en colère en disant qu'il en avait assez. En plus, vous savez que c'est un amateur de vin. Et donc, il aimerait que les auteurs aillent plus loin et nous disent de quel vin il s'agit, éventuellement le vigneron, et donnent des précisions. Et moi, ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça assez juste finalement. Donc ça, c'est la première raison, et ça m'était resté. Et donc, en effet, lorsque je parle du vin, je parle des émotions que peut ressentir le personnage quand il boit ce vin. Je parle du vigneron, des cépages, etc., etc. Bon, mais c'est aussi un goût personnel. Quant à la
question des bons petits plats, etc. Oui, la nourriture en règle générale. Voilà, en général. Parfois c'est pas des bons petits plats, hein. Parfois c'est des restes qui sont dans le frigo. Voilà, oui. c'est ça, oui. Parce que, encore une fois, on est dans la vraie vie et que, voilà, des personnages, quand on a lu 350 pages, jamais ils ne mangent, jamais ils sont malades, jamais ils ont mal à la tête, jamais ils prennent de douche. Moi, mon personnage, il a mal aux dents, il va chez le dentiste et j'en fais un chapitre. Ça m'intéresse, voilà. Même dans le polar, la vraie vie est là. Et donc, d'une certaine façon, j'essaye de traiter mes personnages comme des anti-héros, d'une certaine façon. Et en outre, je voudrais rajouter que si mes personnages sont sombres, noirs, ils ont des bleus à l'âme, plus trop d'illusions sur la vie, ils restent épicuriens. Et ça, j'y tiens beaucoup. Alors, on va se permettre un peu d'humour dans notre pause musicale. À propos de la nourriture, on va traiter de la viande et ça nous rapprochera d'un de vos romans, La 11e carcasse. On va écouter le tango des bouchers de la Villette que nous interprète son auteur, Boris Vian. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent paner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comaques. Faut que ça saigne bien fort. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois. Je reçois en ce moment Franck Linol à propos de son roman Carole, je vais te tuer. Alors Franck Linol, votre premier roman a été publié en 2010. Il n'y a pas si longtemps que ça finalement. C'est dire que vous n'avez pas toujours été écrivain. En quelques mots et à la façon d'un écrivain, vous pouvez nous dire qui est Franck Linol, son métier, son parcours en 3 phrases seulement. Oh oui, en 3 phrases. J'ai été très longtemps professeur d'éducation physique et je tiens à ce vocable. Aujourd'hui, on dit professeur de sport. Non, moi, j'ai été professeur. C'est pas la même chose. D'éducation physique, voilà. Il y a le terme éducation qui me plaît beaucoup. Bon, donc j'ai été aussi un éducateur. Et ensuite, à partir de la fin des années 90, je suis devenu un formateur. Et c'est un métier aussi qui m'a beaucoup plu, modestement, parce que c'est une tâche extrêmement difficile de former des enseignants. Voilà, à la fois du premier degré et du second degré. Votre inspecteur du Montel, je crois qu'il s'appelle Franck. Oui, comme c'est vous, ça. Hein. Je crois que c'est un ancien de l'Éducation nationale. Oui, il a démissionné en 80. Il a démissionné. Et Alex, lui, il est prof de littérature. Alors, petite question insidieuse comme ça. Vous-même, vous auriez aimé être prof de littérature ou inspecteur de police ? Je vais vous dire, après plus de 40 ans passés à l'Éducation nationale, si je dois répondre, j'aurais préféré être à la crime et inspecteur, voilà, être commissaire ou lieutenant de police au SRPJ. Je pense, oui, finalement. D'accord. Au fait, vous pouvez nous dire ce que c'est pour vous un écrivain, à quoi ça sert, vous nous l'avez dit, à distraire d'abord, hein, vous nous avez dit tout à l'heure, oui, et puis vous-même, même question, mais rapide comme ça, est-ce que vous considérez comme un écrivain ? Écoutez, je vois un peu de façon sous-jacente la question que vous posez. Bon, il y a 3 termes. Il y a auteur, il y a romancier, écrivain. Un auteur, il signe un livre, que ce soit un livre scientifique, que ce soit un livre de philosophie, un essai politique, un roman, etc. Bon, donc je suis un auteur. Je suis romancier surtout, c'est-à-dire que je raconte des histoires. C'est ça, à mon avis. Maintenant, c'est vrai que au début, ça me gênait de parler de moi en tant qu'écrivain, parce que ce terme renvoie à des auteurs très réputés, voilà, auxquels, enfin, je ne peux même pas me comparer tellement il y a de distance, quoi. Et en général, on dit là, c'est un grand écrivain. Ça veut dire qu'effectivement, il a réussi à inventer un style d'écriture. Bon. Mais après tout, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit, je pense. Vous avez publié 9 romans, on peut dire que vous êtes un écrivain, voilà, mais vous préférez, si je comprends bien, romancier. Ça me plaît bien. Romancier, ça me plaît bien.
Alors une question bien banale, mais peut-être à la réponse plus difficile, c'est pourquoi écrivez-vous et pourquoi écrivez-vous des romans policiers? C'est pas simplement parce que c'est la mode. Non, bien sûr. Moi, je reprends une belle formule de Jean Guissoumi. À cette question, il a répondu écrire pour moi, c'est une nécessité. Et je la reprendrai. C'est une nécessité avec tout ce que cela veut dire. Ça peut être un plaisir d'écrire, ça peut être de la souffrance. Mais une fois, voilà, au bout du 9e roman, je suis en train d'écrire le 10e, il me semble que je vais dire quelque chose qui paraît pompeux, mais ça ne l'est pas, parce que c'est la réalité, vu mon âge. Je ne vois pas comment, jusqu'à ma mort, je cesserai d'écrire, ou alors il faudrait que je devienne Alzheimer, une grave maladie, mais c'est une nécessité dans la mesure où ça y est. Allez, une question que nous posons à tous nos invités. Vous êtes écrivain, on va dire romancier, vous voulez qu'on vous lise, et c'est bien normal, mais vous... Que lisez-vous? Quels sont vos goûts littéraires? 3 titres comme ça peut-être, hein, très courts. Eh bien, moi, j'ai un programme de lecture entre guillemets assez éclectique. En ce moment, je suis dans une période pas du tout polar. Alors, mes auteurs favoris, vous l'avez bien compris, c'est les Henning Mankell et Indridason, l'écrivain islandais. Dans le polar, j'aime bien Michael Connelly aussi, l'auteur américain. Mais je viens de lire et j'ai été très bouleversé par le livre de Eddie Louis. Le titre s'appelle En finir avec Eddie Bellegueule. J'adore Douglas Kennedy, j'adore Houellebecq, voilà, bon, et sans problème. Bon, donc je lis, je lis un peu tous les genres littéraires dans le roman, oui. Alors il y a des périodes, je vais plus dans le polar, mais par moments je suis lassé. Et je reviens à vos romans, là. Où est-ce que vous avez acquis cette connaissance précise, là, des milieux de la police, de son vocabulaire, de ses arcanes? Parce que c'est toujours très précis, ce que vous dites. Alors, vous avez fait un stage? Alors, le premier roman, La 5e victime, je me suis, en autodidacte, j'ai travaillé, j'ai lu des bouquins, Internet, des témoignages, etc. Mais là, je suis resté très vague sur un certain nombre de méthodes ou de protocoles, etc., quand on découvre un cadavre, etc. Et progressivement, des policiers sont venus me voir parce qu'ils étaient lecteurs. Certains sont devenus des potes. Et ensuite, eh bien, j'ai eu la possibilité de rencontrer le commissaire divisionnaire de l'hôtel de police de Limoges, qui m'a fait visiter les locaux, il m'a initié au tir, dans la salle de tir. Désormais, on peut dire que j'ai une connaissance beaucoup plus précise du métier de policier, ce qui n'était pas le cas avant. Oui. Et de la même façon, là, dans votre dernier roman, on a parlé tout à l'heure, la Yellow Cake, vous traitez de l'exploitation minière de l'uranium et de ses conséquences, mais avec moult détails et précision. Là, il a fallu faire une enquête, là, je suppose. Mais je fais toujours comme ça. J'ai toujours à peu près entre 2 et 3 mois d'enquête avant, un peu de type journalistique. Pendant ces 2 mois avant l'écriture de Yellow Cake, j'ai rencontré d'anciens mineurs. J'ai rencontré des femmes de mineurs décédés. On m'a amené sur les lieux des anciens sites. Je suis allé visiter à 2 ou 3 reprises le fameux musée Eureka de Bessines. J'ai lu des articles. J'ai rencontré des militants écologistes de l'époque. Oui, en effet, j'ai beaucoup travaillé. De la même façon que mon prochain bouquin du mois de mars de 2017, qui s'appelle Le souffle de la mandragore, qui se situe dans un univers très mystérieux de ce qu'on appelle la butte de Frochet, vers Bussière-Boffy, où il y a eu cette malheureuse affaire du village des Yourtes. Et donc, oui, j'ai rencontré ces gens-là qui vivaient dans des yourtes, j'ai rencontré des témoins de l'époque, etc. Moi, ça me semble important parce que à la fois on est dans le roman, mais j'aime bien aussi mêler l'hyperréalisme au romanesque. Ça me plaît bien, cette rencontre. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. La question de Christophe. Bonjour. Alors Claude a dit beaucoup de choses, a posé beaucoup de questions que j'aurais pu vous poser d'ailleurs. Je vais revenir sur l'une d'elles où tout à l'heure il vous demandait pourquoi vos romans se passaient tous quasiment dans la région. Ces romans dans cette région, c'est un confort d'écriture ou c'est vraiment un choix d'auteur? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas un confort d'écriture. Non, c'est pas un confort d'écriture, c'est que je pense que il faut avant de se lancer dans l'écriture d'un roman, il faut un décor, il faut un milieu,
faut un environnement que l'on va traiter, je le redis, comme on peut traiter un personnage. Et donc, moi je suis pas un grand voyageur, j'aime pas beaucoup sortir de la Haute-Vienne, hein, même pas du Limousin, donc voilà. Et donc je me sens bien dans ce milieu, et en venant à votre studio, eh bien je regardais les paysages vallonnés, et les petites fermes, les toits aux couleurs magnifiques, et j'ai envie de rester dans ce milieu. Alors du coup, la région est un personnage. Il y a une sorte de rapport amoureux. La région, c'est votre personnage principal, du coup, de vos bouquins. Pas principal, mais c'est un personnage important. Mais est-ce qu'il y a encore une multitude de facettes à explorer, justement? De lieux à mettre en scène, qui correspondrait Parce que notre région, c'est une région rurale, mais pas seulement. Il y a la ville de Limoges, et là on revient dans l'état d'esprit du polar originel, c'est-à-dire que le polar est surtout une littérature urbaine, et là, celui que je suis en train d'écrire, il va se passer dans les quartiers chauds, les quartiers ghettos abandonnés par la République. Vous voyez que là donc ça commence bien. Les quartiers où il y a 50% de chômage, où il y a du trafic de drogue et tout. Et là, on va revenir sur un polar urbain. Mais même ces quartiers, ces lieux m'intéressent. Ils font partie aussi de mon univers. Alors Franck Linol, dans vos romans, vous avez traité de la ruralité profonde, d'un nouveau procès pour Oradour, de l'exploitation de l'uranium, des meurtres rituels, de la jeunesse, du rock. Alors, vous avez déjà répondu à la question que je voulais poser. Vous nous avez donné quel était le thème de votre prochain roman. C'est l'histoire des yourtes d'une part, l'histoire de Bussière-Boffy, de Frochet, et puis l'histoire des quartiers abandonnés de la République de Limoges. Ce sera ça le prochain roman. Enfin, c'est dans le même roman les deux? Non, c'est pas dans deux romans. Dans Le Souffle de la Mandragore, un roman qui est prêt, qui va sortir au printemps 2017, c'est à la fois la description, la prise en compte de ces gens qui ont fait le choix de vivre en rupture, de vivre en autarcie d'une certaine façon, pour des raisons politiques et idéologiques, et qui n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'ils ne rentrent pas dans le système, mais en même temps, c'est le lieu où il y a la légende de la Mandragore. Voilà, donc je mêle. Superposition. Voilà, je mêle ces deux thématiques. Et le prochain ensuite, on va aller. C'en est un autre. Voilà, il y en a deux. Il y en a un qui est terminé, un autre en préparation. Comme je vous disais, voilà, on enchaîne. Il y a une boulimie d'écriture et de publication. On enchaîne. Oui. D'accord. Alors Franck Linol, nous pourrions prolonger notre entretien pendant longtemps, mais il va nous falloir conclure, ou du moins ponctuer, hein. Nous allons terminer l'émission par votre choix musical, et comme votre héros Alex, vous avez choisi Chuck Berry, qui d'ailleurs joue et chante Carole. Et pourquoi ce choix? Parce que en écrivant une phrase de ce roman, je me rappelle, je riais tout seul, parce que j'imaginais Alex pour amuser Carole, alors qu'il sentait que c'était déjà un peu tiède leur relation et que ça allait très mal tourner. Il avait pris une banane en guise de micro, et il hurlait, il braillait dans la cuisine, oh Carole, et voilà, et donc je m'étais amusé en écrivant ce passage, et donc on va écouter Carole, Chuck Berry. Dans un instant, on va écouter Chuck Berry. Merci beaucoup Franck Linol. Merci Claude. Alors merci d'avoir participé à cet entretien avec plaisir et sincérité. Alors je veux dire à nos auditeurs qu'ils peuvent consommer les romans de Franck Linol sans modération. Ils trouveront, et là je reprends des appréciations de lecteurs, des histoires palpitantes, des polars parfaitement rythmés et calibrés. Les lecteurs nous disent aussi que c'est assez addictif comme récit, et que la plume est agréable et bien ficelée. En fait, on rencontre une grande clarté, c'est mon opinion, une grande rigueur même dans l'écriture et dans la construction. Alors n'hésitez pas, et de plus vous avez le choix, puisque Franck Linol a publié 9 romans. Je rappelle à nos auditeurs que la réalisation technique de cette émission est assurée par Christophe Gourcerol, et je leur donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre émission En aparté, et le mois prochain pour le livre du mois, avec un autre roman et un autre auteur. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. Nous nous quittons en musique avec Chuck Berry.
En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.